Hémisphère son. Leila Martial. Première partie. Interview à distance de Leila Martial, vocaliste multitimbrée. Bonjour Leila Martial. Bonjour. Je voudrais commencer tout de suite dans le vif du sujet par ton instrument, par ta voix. Et pour t'avoir écouté, pour connaître un petit peu tes projets, mais aussi tes discours quand tu parles de ta voix, je sais que souvent tu t'écartes de l'utilisation des paroles et que tu vas souvent vers une voix véritablement instrumentale, justement sans paroles, plus basée sur des onomatopées. Tu revendiques d'ailleurs un scat yaourt consciemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Je dis souvent que en fait, toute ma démarche, elle a commencé enfant avec ce jeu qu'on a tous d'imiter les langues étrangères. Donc c'est quelque chose que tous les enfants font et que moi j'ai jamais cessé de faire. Et ça a été la matière première de tout mon travail vocal. Donc pour moi la voix c'est une boîte à timbre. C'est un instrument d'une grande plasticité et le plus ludique qui soit finalement parce que on en découvre tout le temps. En plus c'est un instrument changeant, donc plus on le sculpte, on le muscle et plus on écoute de choses. En fait, on absorbe beaucoup et puis la voix peut retranscrire par mimétisme énormément de choses. Puisque finalement, l'enfant, c'est ce qu'il fait, c'est du mimétisme sonore. On apprend à parler en écoutant les gens parler. Donc finalement, ça dépend de ce qu'on écoute. Ce qu'on décide d'écouter dans l'environnement va générer ce qu'on va produire. En fait. Donc ça, c'est pour le yaourt, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais pas que seulement. Parce que finalement, quand je dis que je suis dans une posture d'absorber, d'être très à l'écoute de ce qui m'entoure, c'est pas seulement pour le langage imaginaire, c'est aussi pour tous les bruits, pour tous les sons, pour que ce soit des machines, aux animaux, aux inflexions des gens. C'est une façon d'appréhender les choses et par le son, on va dire. Donc pour moi la voix c'est ça, et c'est vrai que à côté de ça j'adore les mots, je suis plutôt littéraire et j'aime écrire aussi, j'aime lire, mais il y a un tel régal et c'est tellement complet déjà la quête sonore à travers la voix que j'ai tendance à un peu cloisonner les deux, c'est-à-dire je me repais de ce travail sonore avec la voix et d'aller le plus loin possible pour exprimer des choses par le son. Et finalement, quand je vais aussi faire du yaourt, des fois je vais vraiment essayer d'imiter certaines langues, enfin en tout cas l'idée que j'en ai, parce que ça va, chaque langue modifie la voix. Et donc fait que les émotions sont différentes, la projection est différente, et même la personnalité est différente en fait. Tout comme quand on parle une autre langue, notre personnalité est différente, on ne dit pas les choses de la même façon, avec les langages imaginaires c'est pareil. C'est pareil parce que les vibrations ne seront pas les mêmes, les fréquences non plus, et donc les intentions ne vont pas être les mêmes. Donc voilà, et à côté de ça, ça m'arrive aussi de chanter des chansons, j'adore ça, vraiment. Mais pour moi, évidemment, que les mots deviennent premiers. Prennent cette place et que au détriment en fait d'un travail de timbre, forcément on peut pas mettre tout sur le même plan, on peut pas privilégier tout de la même façon, donc c'est des choix que je fais en fonction des projets, des moments, mais c'est vrai que je suis quand même identifiée pour ce travail du timbre et de la voix plastique, enfin on va dire. C'est vrai que quand on écoute tes projets avec chansons, parce qu'il y en a, et il y en a eu dans le passé aussi, on entend moins cette plasticité vocale, on entend moins ces mouvements, en tout cas moins de rapidité, de changements brutaux, etc. Forcément, parce que quand on dit du texte, il y a du sens. Déjà, c'est
c'est fort, c'est tellement presque suffisant de savoir dire, exprimer les choses par les mots. Finalement, même on peut lire les mots et ça suffit. Donc on n'a même pas besoin de les dire. Alors, Balla badra fa Maria so come je badrio so come batola di drola di drola di mo godo do nulla bara bulle oh oh ya bara ma ba quandino papà no papà dera de avere ni ne ma ba no pa Udara boy metter ma duro boy nelle vedi di nera la ya da buba baby no da cara na na che lo Et oui, et comme tu le dis, Leila Martial, tu es littéraire aussi. Alors, on parlera un petit peu tout à l'heure de la composition que tu as faite pour l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz. Je suppose que c'est toi qui as écrit le texte qui débute. De la même manière, moi, je t'ai entendu même dans des concerts prendre la parole. Tu aimes aussi beaucoup jouer avec les mots. Et souvent, d'ailleurs, dans tes concerts, ça se passe à un autre moment. C'est une autre phase du concert, il y a un autre épisode. Oui, et là en l'occurrence, alors bon, il y a des textes, des fois, il y a, dans le précédent répertoire, il y avait un texte qui s'appelle Je belle donc je suis, donc là je l'aurais cité, mais ces moments dont tu parles, c'est des moments d'improvisation où je suis plutôt en état de clown, parce que finalement je fais de la performance en tant que clown aussi, et danse entre guillemets, c'est-à-dire mouvement. Étant donné que ma quête c'est vraiment la liberté d'expression et par l'improvisation aussi, je suis pas, la musique est pas une fin en soi quelque part, et c'est quels outils vont me permettre d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer sur le moment, ce qui me semble être le plus juste. Donc il y a ces moments un petit peu délirants où je vais m'amuser avec les mots et tirer le fil comme ça du sens qui est pas pensé à l'avance. En fait. Ouais, ce texte Je belle donc je suis, il ponctue tout l'album d'un bout à l'autre, il revient enfin de temps en temps. C'est vrai, ouais, ça donne aussi un liant à tout ce qui se passe sur le disque, et puis dans tes concerts ça donne aussi un liant. Il y a un moment où on s'accroche aussi à ces mots, ça permet aussi de sortir du pur musical. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que tu veux peut-être ? Tout à fait. Moi j'ai envie de raconter une histoire de A à Z sur un disque. Et puis cet animal de la chèvre, c'était un petit peu l'animal totem, il est là en filigrane, parce qu'il y a quelque part, bas à box, c'est ça, c'est la boîte à bas, et c'est l'idée, comment dire, de ce chant impulsif, presque indiscipliné,
La chèvre, c'est un animal donc indiscipliné, mais qui a un grand sens du collectif, qui est un peu casse-cou. Et voilà, et puis on s'éloigne en fait des canons de l'esthétique habituelle de la chanteuse, et ça c'est vrai que c'est mon positionnement aussi. Je cherche pas à faire du joli, je cherche à exprimer, enfin, à quelque chose d'intéressant en fait, d'aller chercher. Je cherche, tout simplement. Alors tu as parlé de ton côté clown que tu développes aussi dans certains projets. Je sais aussi, ou j'ai lu aussi, que quand tu étais petite, en plus d'imiter les langues, tu étais aussi clown, déjà, un peu. Oui, c'est clair que j'étais, il disait sur le bulletin, l'élément perturbateur. Donc j'aimais bien faire le pitre, et puis de toute façon, il fallait que ça sorte, il fallait que je m'exprime, que je sois entendue, ça c'est clair, sinon je ferais pas ce que je fais. Et donc tous les moyens étaient bons. Que ce soit faire le pitre, chanter, danser. Donc voilà, après ça s'est un petit peu précisé, canalisé. Mais finalement, chasser le naturiste, il revient au bungalow. Il y a quelques années, là, j'ai replongé dans l'art du clown. Enfin, ou plutôt j'y ai plongé pour la première fois, vraiment, je l'ai assumé. Et c'est magique, je me sens vraiment chez moi aussi avec ce mode d'expression-là. Et puis je me mets aussi à bouger sur scène, enfin... Ça dépend des contextes, encore une fois, parce que j'aime bien ce côté, comment dire, tout terrain, c'est-à-dire pouvoir m'adapter aussi à chaque proposition, à chaque lieu, et donc être multiple. Tu as suivi une formation dans ce domaine-là, parce qu'il y a des formations même pour être clown. Enfin, c'est un art très sérieux, hein, en vérité, ou tu es purement au feeling là-dessus? Ah ben oui, c'est un art très sérieux parce que être con, c'est un don, mais faire le con, c'est un art. Et donc, ouais, j'ai fait beaucoup de stages, et j'ai fait des trainings, et puis des performances à l'atelier du plateau notamment, qui m'a ouvert la porte, et entre ces murs, j'ai pu expérimenter, éprouver des Leïla nouvelles, et grandir aussi là-dedans, dans une expression de plus en plus libérée, en fait. Mais c'est jamais fini. Hein. Alors, je voudrais aborder aussi ton rapport à la technologie. Tu as des projets où tu es purement en acoustique, hein, bien sûr, mais tu as souvent devant toi un pupitre avec des machines, des effets. Alors, parmi les effets que j'identifie le plus fréquemment, ce sont des loopers, souvent. Et puis, je crois que tu transposes aussi ta voix. Tu chantes par-dessus une voix qui est transposée, des harmoniseurs peut-être. Qu'est-ce que tu utilises comme effet ? Alors il y a effectivement le looper que j'utilise comme épaississant de texture, on va dire. J'envisage déjà les pédales comme un prolongement de la pédale d'effet principale qui est ma voix, et pas comme un substitut ou enfin pas comme un instrument complémentaire, mais vraiment un prolongement. Donc le looper, je l'utilise pas forcément pour faire des boucles rythmiques, tout ça, mais plutôt pour à un moment donné passer un palier dans la musique quand j'ai envie que ça s'épaississe, qu'il y ait une sorte de chœur ou de texture plus épaisse. Et après, j'utilise un harmonizer, un délai, une reverb aussi, pareil pour passer un cap en improvisation, par exemple, à un moment donné où j'ai envie que ça ouvre et qu'il y ait une immense reverb qui apparaisse pour tenir des valeurs longues. Donc, ouais, j'ai commencé à travailler ça il y a plus de 15 ans.
J'avoue que sur mes projets récents, je me défais de plus en plus des effets. Donc il y a aussi, j'ai développé là depuis un an ou deux tout un jeu avec des mignonnettes, des petites fioles. Et ça, c'est venu comme un instrument complémentaire, une sorte de pédale, mais plus organique, plus... Un peu flûte de Pan, hein, c'est ça? Ouais, je m'en sers comme ça, c'est une technique pygmée. Et voilà, puis j'ai côtoyé des amis qui s'en servaient comme ça, Lior Chouve, tout ça, et j'ai développé ça à fond, et notamment dans du répertoire de Bach, de Jean-Sébastien Bach. Je trouve que c'est tellement ludique comme répertoire, puis comme instrument aussi. Oui, j'ai entendu le prélude du clavier bien tempéré, le numéro 1. Absolument.
Pour moi, l'amplification, les effets, c'est pas un gros mot. Enfin, je veux dire, travailler avec le micro, par exemple, c'est une richesse phénoménale. Je crois que je pourrais pas m'en passer dans plein de contextes parce que ça permet d'aller dans des dentelles sonores, tous ces effets de souffle, etc. Je les ai développés parce que j'ai un micro. Donc ça permet d'aller dans des nuances enfin, très très fines qu'on ne peut pas trouver quand on est une voix entourée d'instruments et où il faut pouvoir se faire entendre et où finalement les modes de jeu, on va dire, la palette est plus restreinte. On reste aussi dans ce dont peut se nourrir ta voix, et je sais qu'il y a un très fort intérêt pour les musiques traditionnelles. Il y en a certaines qui sont citées dans tes textes, par exemple la musique tzigane, ça je sais que tu as un très fort lien avec cette musique. Il y a les musiques inuites, et il y a eu un duo un temps qui était Louve, je crois, qui était vraiment basé sur ce chant de gorge. Et puis il y a, tu viens d'en parler, la musique des Pygmées Aka. Et il y a un projet actuellement d'ailleurs qui est Aka, en cours de conception. Est-ce que tu peux nous parler, parce que je crois qu'il y a aussi d'autres traditions du monde qui t'intéressent, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là ? Oui, ça date de mon enfance, encore une fois. C'est mon père qui m'a fait découvrir, donc mes parents étaient musiciens classiques, et mon père m'a fait découvrir de la musique tzigane. Enfin, ça a commencé avec Brach, et puis je suis tombée amoureuse de ces chants, et puis de cette énergie, en fait, qui ne cesse d'accélérer, comme ça, c'est comme les battements du cœur qui s'accélèrent, et puis ça m'a amené vraiment loin. Et donc je nourrissais le fantasme déjà d'être une tzigane moi-même, et puis surtout d'aller sur les routes, et je l'ai fait quand j'avais 19 ans d'ailleurs. Je suis allée les rencontrer en Hongrie. Et il se trouve au fil de mon parcours, il y a eu aussi les Pygmées, puisque petite j'avais envie d'être ethnologue. Enfin, j'avais envie d'aller dans des tribus et puis pouvoir parler comme eux, chanter comme eux, en fait être complètement intégrée. Parce que c'est vrai que c'est vraiment en moi ce truc du mimétisme et de devenir presque celui que j'entends et qui me plaît. Donc il y a eu les Pygmées, et c'est un rêve que je réalise aujourd'hui avec d'autres partenaires. Et puis il y a eu les Inuits. Alors ça, c'est une rencontre surtout avec Marie-Pascale Dubé, qui s'est spécialisée dans le chant de gorge, qui a fait un film là-dessus, et donc moi j'ai complètement flashé sur cette technique. Et puis elle avait une approche en plus assez spirituelle de tout ça, très belle, et donc on a travaillé là-dessus. Et c'est vrai que le point commun de ces trois passions, c'est que ce sont des peuples nomades, autochtones, nomades. Et donc ça me posait la question, c'est quoi leur approche si particulière du son, de la musique, qui est leur vie en fait, et qui est complètement liée à leur mode de vie, la façon d'appréhender la musique et de la faire. Et donc l'année dernière, on est allé pour ce projet Aka en forêt équatoriale au Congo. On a vécu un mois avec les Pygmées Aka et aussi ce groupe Ndima avec lequel on va monter ce projet qui s'appelle Aka Free Voices of Forest. Et bon, avec les circonstances actuelles, on espère que... Enfin voilà, ça ne cesse de se déplacer, mais on espère qu'ils puissent venir là au mois de juillet. On va travailler beaucoup. Puis c'est un projet au long cours. C'est un projet qui a du sens parce que c'est pas juste musical. C'est évidemment social, parce que ce sont des gens qui vivent une situation... Enfin, qui vivent la déforestation, la culturation, etc. Donc c'est des questions vraiment de fond... très sensible. Il y a un documentaire qui est fait là-dessus, un spectacle, un disque j'espère. Voilà, c'est vraiment un projet aussi avec un investissement moral particulier. Et voilà. Comment tu les as rencontrés ? Alors, je les ai rencontrés... moi, ça faisait un moment que je cherchais une façon d'accéder à des tribus pygmées pour aller apprendre. Et c'est Rémi, un très bon ami, Rémi Leclerc,
un acolyte de voyage, on va dire, d'aventure, qui les a rencontrés lors d'un coplateau à Leipzig, le groupe Endima, dirigé par Sorel Eta, qui est ethnologue et qui est aussi manager de ce groupe-là. Et donc il les a rencontrés, il m'a appelé tout de suite, il m'a dit c'est dingue, j'ai rencontré ces gens. Et moi au même moment, je discutais avec Africolor, avec Sébastien Lagrave d'Africolor, pour trouver un moyen et des portes d'entrée. Donc on a mis tout ça en commun et on a commencé à élaborer ce projet. Voilà, et à bosser comme des fous pour que ça ait lieu, parce que finalement, des musiciens qui ont ce rêve-là, il y en a beaucoup. Mais d'aller au bout, de concrétiser ça, c'est un travail phénoménal. Et puis bon, bah, faut avoir envie aussi d'aller au bout de cette aventure, ce qu'elle demande comme implication. Et c'est génial. C'est un projet qui nous transforme. J'espère qu'on va pouvoir continuer. Et je suppose que toi aussi, tu leur apportes des choses, musicalement, esthétiquement. Il y a un échange qui s'opère. Ouais. Il y a un vrai échange et pour moi, il passe nécessairement par une rencontre humaine, c'est-à-dire d'aller dans leur environnement, au même titre qu'ils sont venus ici. C'est vachement important pour comprendre une musique, comment elle émerge, donc comment ils vivent. Parce que, comme je disais, quand je suis allée chez les Tziganes, c'est pareil, ça permet de comprendre. Pourquoi je suis touchée à ce point-là par ces sons-là? Il faut que j'aille voir. C'est quoi leur rapport à la vie et à la musique. Alors, ce qu'il y a de plus phénoménal dans ces chants des Pygmées Aka, c'est à la fois la polyphonie, la complexité des polyphonies, et puis les techniques des yodels, qui sont, en tout cas, une des premières choses qui sautent un peu aux oreilles. Il y a d'autres choses que tu as remarquées et appris? Rythmiquement. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est caractéristique et qui fait connaître la musique pygmée, c'est tous ces yodels qui sont sensationnels. Mais rythmiquement, c'est aussi une mine d'or. Il y a des cross-pulses, comme on appelle ça. On entend énormément de pulses dans le même gimmick. Enfin, il y a plein de façons d'entendre ce qui est en train d'être joué. Il y a des grooves différents. On peut entendre du 3, du 4, du... En fait, ils jouent la même chose, sauf qu'en fonction de l'angle de vue ou de l'angle d'ouïe, on perçoit autre chose et on se place différemment, on danse différemment du coup. Hémisphère son.